guinéenne. Littérature avec la parution de l'ouvrage Sur les pas d'un géologue au défi du développement dans les rayons de l'Harmattan Guinée. Vous serez largement situé sur le contenu de ce livre de 175 pages dans cette édition. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Le calme et la sérénité sont deux éléments fondamentaux qui ont caractérisé le scrutin du 18 octobre dernier, mais cela ne durera pas longtemps avec l'autoproclamation du leader de l'UFDG comme président. Les tensions reviennent dans les rues, notamment dans les quartiers qui lui sont favorables. Au regard donc de cette situation, 3 membres du gouvernement ont rencontré ce matin la communauté internationale pour la prendre à témoin. Mohamed Lamine Solano pour le compte-rendu. Alors que la CENI publie les résultats provisoires de l'élection présidentielle, les esprits s'échauffent à Conakry, notamment sur l'axe Amdalaï Bambeto-Koza. Des violences post-électorales que le gouvernement condamne devant la communauté diplomatique, mais pas seulement. Il y a eu une autoproclamation d'un leader, d'un candidat, ce qui est à l'origine de toute cette violence que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est de cela qu'il s'agit. Après sa déclaration, il a fait comprendre à ses militants qu'il était gagnant, qu'il était victorieux, alors que nous attendions encore la fin même du dépouillement des résultats. Conséquence, 8 morts, un policier lynché à Bambeto, plusieurs civils blessés à Conakry et Kissidougou par les tirs de fusils de chasse. Des chiffres officiels annoncés par le gouvernement à la communauté diplomatique qui manifeste sa solidarité à la Guinée face à ces violences qui se poursuivent à l'extérieur du pays. Non seulement il y a la violence à l'intérieur du pays, mais nos ambassades sont victimes d'attaques en Belgique, à New York, à Dakar et dans d'autres endroits. Ils sont inquiétés. Comment on peut aller s'attaquer à ceux qui sont censés vous représenter à l'étranger et censés vous protéger à l'étranger? Des enquêtes seront ouvertes et des procédures régulières seront mises en place avec la collaboration et la participation de la communauté internationale, de nos compatriotes, des parents des victimes. Des dispositions seront prises pour que les cours et tribunaux jouent leur rôle et que ces procédures soient examinées dans la plus grande impartialité. Des fiches spécifiques sont mises en place dans les hôpitaux du pays par le gouvernement pour identifier les victimes de manifestations et situer l'origine des blessures, annonce du ministre de la Sécurité aux diplomates. Seul bémol, le manque de coopération des convoyeurs de blessés ou morts pour faciliter les enquêtes et aboutir à une manifestation de la vérité. Au cours de cette rencontre, les ambassadeurs ont bien voulu comprendre le pourquoi de la surveillance du domicile de M. Selou Dalen Diallo avec un dispositif de sécurité important. La même question a été posée par les journalistes. Voici pour vous la réponse qu'a donnée le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il s'agit de mesures de sûreté dans l'intérêt même de ce candidat et dans l'intérêt de la République. Et puisque, vous le savez, il y a des velléités de représailles des deux bords, il y a des extrémistes des deux bords, il est du devoir de l'État d'aménager des mesures de sûreté pour ne pas tomber dans un scénario à la rwandaise. Parce que nous connaissons le plan machiavélique de Kandafas, c'est de nous amener et nous traduire dans des scénarios d'atteinte à l'intégrité physique d'une personnalité politique pour qu'on crie à des violences à l'élan ethnique. Mais le rôle de l'État est justement de préserver l'ordre de la sécurité. Face à la situation qui prévaut en ce moment à Conakry et dans certaines préfectures du pays, le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a fait une déclaration. Suivez. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, depuis quelques jours, la ville de Conakry et nombre de préfectures du pays vivent désespérément des scènes de violence inouïes, plongeant des citoyens et des familles entières dans la totale désolation. Cela va de la perte de vies humaines aux privations de libertés multiples, en passant par des destructions massives de biens publics et privés.
loin d'être exhaustive. J'ai dressé pour vous, chers compatriotes, une liste de cas que vous-même vivez au quotidien et qui font penser nombre d'entre vous à l'absence de l'État, tant les supplices sont insupportables. Commençons naturellement par les quartiers traditionnellement chauds de Conakry, au niveau desquels la violence s'est trouvée un remontant de taille. L'usage par les manifestants de fusils de calibre 12 qui ont été tirés sur des citoyens et aussi sur des agents des forces de défense et de sécurité. Le décompte des cas de mort, fort regrettable pour notre gouvernement et pour le pays, est difficilement soutenable. Et comme d'habitude, un confinement, loin d'être celui de la Covid-19, a été imposé aux paisibles citoyens, empêchés de se rendre à leur lieu de travail, de vaquer à leurs affaires quotidiennes, toutes choses aggravées par l'empêchement de se retrouver dans les hôpitaux pour des soins. Dans nombre de préfectures de notre pays, des maisons et leurs contenus ont été incendiés, les propriétaires chassés, si tout simplement ils n'ont pas été battus à mort. Des axes routiers nationaux et préfectoraux sont barricadés et le rançonnement à ce niveau imposé comme laissez-passer, ce qui, dans nombre de cas, ne vous épargne pas du dépouillement total et des bris de vos véhicules. Les administrateurs territoriaux sont éjectés sans aucune forme de procédure dans l'humiliation totale des épouses ou époux, des enfants et des parents. Mes chers compatriotes, le gouvernement guinéen, fidèle à son principe de préservation de la paix et de la quiétude sociale, ne saurait laisser cette situation s'enraciner. Il déplore les morts enregistrés et s'incline pieusement devant leur mémoire, toutes et tous, civils et agents des forces de défense et de sécurité. Il rassure le peuple de Guinée que des mesures républicaines idoines, déjà mises en œuvre, sont renforcées à la mesure des dimensions prises par les troubles qui, de loin, se sont démarqués des troubles anciennement enregistrés dans notre pays. Mes chers compatriotes, la sagesse africaine nous enseigne que lorsqu'un bouc se fait déplacer par des cordes et au cou et aux pattes, prenez-le plutôt pour un bœuf. Que Dieu sauve notre pays. Je vous remercie. Élection présidentielle du 18 octobre, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, Comisca, a présenté son rapport préliminaire sur le scrutin. 15 experts électoraux internationaux avaient été déployés sur le terrain pendant le vote. Ils se disent satisfaits du déroulement du scrutin. À propos, suivez cet extrait présenté par le chef de mission. Il est au micro de Mamadi Terna Kamisoko. Le peuple guinéen a, jusqu'à l'achèvement des opérations de dépouillement de vote, remporté le pari de la tenue d'une élection apaisée, transparente et inclusive. Cependant, la Comisca condamne les actes de violence et les discours appelant à la haine. Elle condamne aussi, avec fermeté et rigueur, l'incivisme du candidat, Cellou Dalein Diallo, qui s'est précipité pour se proclamer vainqueur du scrutin dans la journée du 19 octobre en violation de la loi électorale guinéenne et cherche à entraîner la Guinée dans le chaos contre la volonté du peuple. Elle encourage toutes les parties prenantes au processus électoral à surmonter les divergences politiques par des voies pacifiques et à agir résolument pour dénoncer et rejeter avec ambiguïté les incitations à la haine sous quelque forme que ce soit.
Recommandations. Dans la perspective des scrutins à venir, la mission formule les recommandations ci-après. La distribution des cartes d'électeurs à temps, la poursuite des efforts en vue de renforcer la capacité des acteurs du processus électoral, assurer une gestion cohérente du patrimoine, matériel, archives, etc., dans le sens d'une préparation anticipée des échéances à venir. À présent, intéressons-nous à l'écosystème à Farana, menacé par l'action de l'homme. Du feu de brousse à la coupe abusive, du bois en passant par la carbonisation, tous sont des facteurs participant à la dégradation de l'environnement. Une concertation des acteurs vient de se tenir dans la localité pour restaurer le paysage forestier. Ansoumantou Mani Kamara pour nous faire le point. La préfecture de Farana bénéficie de 2 dons importants de la nature. C'est sur ces sols que le Niger prend sa source, le 3e plus important cours d'eau de l'Afrique de par sa longueur. Ce fleuve, avec 1700 km, fait vivre environ 10 millions d'âmes dans son bassin. Farana, c'est aussi le plus grand parc national de Guinée. Le parc national du Haut-Niger, un excellent endroit du tourisme, est parmi le réseau mondial des réserves biosphères de l'UNESCO. Cependant, l'action de l'homme sur la nature compromet dangereusement l'avenir de ses atouts écologiques. Pour parer au pire, l'Institut mondial des ressources met en place une stratégie de restauration des paysages forestiers de Farana. Si nous recevons aujourd'hui un projet de restauration des paysages et forêts de la Guinée, dans notre région, principalement dans la préfecture de Farana, nous ne pouvons que nous réjouir. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que la population s'augmente, les besoins s'augmentent et cela joue sur les ressources naturelles. Pour matérialiser ce projet, les différents acteurs se sont concertés à Farana. Les 3 phases du projet étaient les principaux points discutés. L'objectif de cet atelier ici est de sensibiliser les élus locaux sur les questions de restauration des paysages et forêts, d'où la nécessité même en Farana, vu l'état de dégradation, mais aussi de les expliquer la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration des paysages et forêts qui doit produire 6 produits pour la préfecture de Farana. Je vais essayer de faire le feedback au niveau de ma population, à commencer par les jeunes et les femmes, parce que nous avons toujours des champs sur les coteaux, mais on ne reboise pas. Nous allons les encourager à faire le reboisement, à pratiquer cette activité, car c'est dans ça qu'on peut gagner. Ces travaux de Farana ont permis aux différents acteurs d'identifier les opportunités de restauration du paysage forestier menacé dans cette préfecture. Également, les facteurs clés de réussite du projet et les sources de financement ont été aussi examinés. Le FDES, Fonds de développement économique et social, continue de réaliser des infrastructures socio-économiques de base en faveur des populations de l'arrière-pays. Dans les préfectures de Kankan et de Siguiri, une école primaire de 3 salles de classe et 4 centres de santé viennent d'être construits. L'initiative présidentielle vise à favoriser l'éducation et la santé communautaire dans la savane guinéenne. RTG Kankan, Aboubakar Diaby, Eugène Donamo. Dans l'arrière-pays, les communautés villageoises continuent de bénéficier de la réalisation des infrastructures socio-économiques de base, notamment les écoles, les postes de santé et les ouvrages de franchissement. La région administrative de Kankan enregistre des projets réalisés par le Fonds de développement économique et social, en abrégé FEDES. Dans les préfectures de Kankan et Siguiri, une école primaire de 3 salles de classe, un siège de l'interrégional du FDES Kankan et 4 postes de santé équipés de fourrages, de châteaux d'eau, de latrines, d'installations en énergie solaire et de clôtures grillagées sont à l'actif des populations dans l'unique but de booster le développement local à la base. Depuis un certain temps, sur l'initiative de Madame la ministre, le Fonds de développement économique et social de FEDES a fait les études architecturales de 28 infrastructures sanitaires et scolaires, 14 en Moyenne-Guinée, 14 en Haute-Guinée. Mais pour des raisons de trésorerie et de ressources, nous avons commencé la réalisation d'un certain nombre de sites, c'est-à-dire 7 en Moyenne-Guinée et 5 en Haute-Guinée, plus le siège social. Donc aujourd'hui,
avec la politique de développement de M. le Président de la République et sur l'initiative de Mme la Ministre, ces infrastructures ont été réalisées par le Fonds de développement économique et social. Ici, c'est précisément les localités de Bassankan et de Dalagnan, situées respectivement dans les sous-préfectures de Balandou et de Mourubaya, dans la préfecture de Kankan, sont les heureux bénéficiaires de ces infrastructures d'intérêt communautaire. Il s'agit de cette école primaire et de ce poste de santé amélioré. Dans la préfecture de Sigirin, ce sont les districts de Konkoron-Bourinfe, de Fodéoulin-Bougou et de Konkoron qui bénéficient chacun un poste de santé doté de château d'eau et de latrines. Cette initiative du gouvernement guinéen s'inscrit dans la dynamique du projet de développement social et durable PDSD et du PNDS. Objectif, contribuer à la réduction de la pauvreté dans les régions de Haute et Moyenne Guinée. Médias et Covid-19, une quinzaine de journalistes et administrateurs territoriaux ont entamé une session de formation ce jeudi à Conakry. Elle vise à outiller les hommes de médias sur les techniques sécurisées de communication en période de crise. Mamadi Ternak Amisoko pour ce reportage. Les journalistes sont au cœur de l'actualité sociopolitique du pays. Leur forte présence sur le terrain aide la population à recevoir la bonne information. Mais en cette période de pandémie du Covid-19, doublée de l'ambiance électorale relative à la présidentielle du 18 octobre dernier, les risques d'infection sont élevés chez les hommes de médias. Au ministère de l'Information et de la Communication, le centre de formation et de perfectionnement se penche sur la question. Avec une quinzaine de journalistes et d'administrateurs territoriaux, les techniques sécurisées de communication et de couverture médiatique sont évoquées. Il fallait essayer d'appuyer sur la sonnette d'alerte pour dire attention aux populations, n'est-ce pas, fondamentalement, que la maladie encore elle est là, et attirer l'attention des journalistes qui ont payé le lourd tribut, comme quoi la maladie n'est pas partie, et surtout que les dispositions de prévention méritent d'être beaucoup plus renforcées en ce moment, au sortir de cette campagne qui a drainé justement des marées humaines sur le terrain. Et je pense que pour qu'on parle de quiétude de paix, il a fallu justement qu'il y ait la santé. Et pour nous, justement, il y a une corrélation entre les élections et la thématique justement que nous avons choisie pour lutter contre, protéger les journalistes, n'est-ce pas, contre le Covid. Depuis le 12 mars dernier, une cinquantaine de journalistes ont contracté le virus. Cette session se présente ainsi comme une alerte en vue de renforcer les gestes barrières qui sont de nos jours ignorés par plusieurs citoyens. Le PNUD, un des partenaires dans la lutte contre le Covid-19, s'est joint à l'initiative du Centre de formation et de perfectionnement du ministère en charge de la communication. Et le PNUD est toujours prêt à poursuivre ce genre de formation pour renforcer les capacités des journalistes, notamment dans le domaine de la communication de crise. Je pense que c'est extrêmement important, c'est pour ça que nous sommes vraiment fiers de s'associer à cette initiative qui rentre dans le cadre de la dynamique de partenariat entre le PNUD et le ministère de l'Information et de la Communication. La lutte contre le Covid-19 est essentiellement un problème de communication, parce que c'est lié au comportement. À cet effet, j'ai expliqué des aspects très importants, c'est-à-dire l'observance d'un certain nombre de normes professionnelles que les journalistes doivent absolument observer pour que les messages atteignent les objectifs et que cela permette non seulement la compréhension du message, mais que cela permette également au public cible d'adopter des comportements qui peuvent leur permettre d'éviter cette maladie dans notre pays. Médias et lutte contre le Covid-19 en mettant l'accent sur les moyens de prévention et le journalisme en période sensible sont des thématiques abordées pendant ces 2 jours de formation. Formation qui s'inscrit dans le cadre d'une série de renforcement de capacités des hommes de médias du pays. Mesdames et messieurs, le coronavirus est toujours d'actualité. La cible du gouvernement reste cette fois-ci les lieux de culte et les centres de détention de la capitale. Un important lot de désinfectants leur a été distribué. L'initiative est du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Mohamed De Camara. Il y a quelques mois, ce groupe constitué en grande partie des personnes handicapées fabriquait cette quantité importante de savon. Dans la croisade contre le Covid-19, ces désinfectants en liquide et en morceaux sont mis à la disposition des personnes vulnérables de la capitale.
Première étape de distribution, les lieux de culte et les centres de détention de Conakry. À l'église, même si on rentre, vous allez voir comment on fait des distanciations, tout ça là, c'est là. Et vous venez au secours vers nous. Nous vous disons merci et nous remercions le ministère. On remercie le ministère de l'Action sociale de penser à nos services dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Nous les rassurons que ce don sera utilisé à bon escient. Nous mettons à profit pour remercier l'ensemble du personnel dans le cadre de la même lutte contre ce fléau. Le projet de production de ces savons est porté par le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables à travers un accompagnement financier du PNUD. Principal défi, faciliter aux personnes démunies l'accès aux kits de prévention contre la pandémie. Cette mission n'est pas seulement pour la commune de Kaloum, ça s'étend sur les 5 communes de Conakry. Nos cibles, ce sont les personnes vulnérables, les personnes qui ne sont pas en mesure de s'acheter des bavettes ou des savons pour le lavage des mains. Ces savons made in Guinée sont sortis de ce centre d'apprentissage des métiers pour personnes à mobilité réduite. L'ambition du gouvernement est de doter le maximum de personnes handicapées des métiers générateurs de revenus en vue de les permettre de se prendre en charge. Littérature pour boucler cette édition sur les pas d'un géologue au défi du développement. C'est le titre d'un ouvrage paru dernièrement à l'Harmattan Guinée. Dans ce livre de 175 pages, reparti en 9 chapitres, l'auteur nous plonge au cœur de l'activité minière de notre pays. Mohamed Trois Camara pour le compte-rendu. Sur les pattes d'un géologue face au défi de développement est le dernier né du roman de Dr Fodé Ibrahima Gabi. Dans cet ouvrage, l'auteur nous parle des activités minières en Guinée. Après avoir acquis une somme d'expérience à travers son passage à la société de bauxite de Dabola Tougué et dans le monde agricole, Dr Gabi campe l'exploitation de la bauxite dans notre pays. Nous avons fait beaucoup de prouesses. Il faut reconnaître. Aujourd'hui, on parle de la transformation de la bauxite en aluminium, et etc., etc. Mais ce que les gens oublient, c'est la quantité d'alumine qui détermine la quantité de bauxite qu'il faut sur le marché. Et si tu n'es pas sur le marché mondial, vous comprenez, il est très difficile de s'en sortir. Et heureusement, nous sommes sur le marché mondial. Donc, nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour maîtriser l'offre et la demande. Ce roman de 175 pages reparti en 9 chapitres est préfacé par Dr Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre. Cet ouvrage est apprécié par certains spécialistes des mines en Guinée. Les mines, avec les effets d'entraînement, permettent d'industrialiser facilement le pays. C'est une des possibilités que je pense que le gouvernement a compris et est en train de suivre. L'écrivain Dr Gabi n'est pas à son premier coup d'essai. Il est connu par la maison d'édition L'Harmattan Guinée à travers ses écrits. Mesdames et messieurs, vous suivrez après ce journal la proclamation des résultats provisoires partiels des élections présidentielles du 18 octobre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée plus tôt cette semaine. De mon côté, grand fut le plaisir de vous servir. On se reprend très bientôt sur la RTG. Prenez soin de vous tout en prenant soin des autres. Bonsoir.